Moi, j'ai une chance, je vais le faire un peu dans le désordre, parce qu'après, je pourrais te répondre peut-être sur pourquoi on a choisi d'aller avec Decathlon. Mais nous, on fait le deal en septembre 2019. Le confinement tombe en mars-avril 2020. Et le CEO de l'époque, Michel Abalea, un mec très discret mais extraordinaire, me sollicite pour rejoindre son groupe conseil à l'échelle monde de Decathlon. C'est un groupe de 10 personnes. On n'appelle pas ça un codir ni un comex, parce que c'est pas des termes qu'on emploie chez Decathlon, mais ça ressemble un peu à un board interne hyper intéressant, parce qu'il veut que je vienne énergiser un peu les sujets digitaux, parce que la boîte est complètement en train de se transformer, les magasins sont fermés, c'est la crise que tout le monde a connue. Et bon, à travers ça, je suis plongé dans énormément de sujets, du groupe, les enjeux, etc. Et puis, je fais un petit rapport d'étonnement au début et je lui dis, tu sais, je vais repenser à une visite que j'avais faite de tous les outils dont le groupe dispose, où je trouve que c'est un gâchis, mais monumental. Et il me regarde en me disant, bon, mais explique-moi. Ben, je lui dis, tu vois, je visite un équipement, en fait, un laboratoire qui s'appelle le Sports Lab à Lille. À Lille, oui. Qui est un endroit où, mais c'est incroyable, c'est de l'aérospatial. En fait, t'as des pousseurs qui tapent sur un ballon pendant des jours et des nuits complètes pour voir à quel moment le ballon en cuir, c'est du ballon de basket, va craqueler. T'as des jambes articulées automatisées qui font marcher les chaussures pendant des jours et des jours, et puis qui font marcher celles de la concurrence pour voir où on doit s'améliorer, etc. Et tu regardes les produits, enfin, je peux pas donner les marques de la concurrence, mais on compare pas avec la dernière roue du carrosse. Tu compares avec l'élite et les produits sont hyper bien finis chez Decat, incroyable. Et quand la concurrence va sortir son sac à 49 €, Decathlon va le sortir à 19 €. Et là, je dis à Michel, mais c'est quand même incroyable, c'est qu'on fait tout ça et on le dit pas, quoi. Et en fait, c'est la culture du groupe, vivons heureux, vivons cachés, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte de tout ça, et ça change beaucoup en ce moment, et c'est extraordinaire, ça change pas grâce à moi, je suis pas le seul à m'en rendre compte, mais maintenant, on met en avant tous ces trucs-là, et donc les produits sont incroyables. Le deuxième truc, c'est que moi, je vis avec eux le moment où le EasyBreath, tu vois ce que c'est le masque qui, tu sais, avec un tuba intégré, te permet de respirer, commence à être hacké et détourné dans les hôpitaux, parce qu'un gars un peu créatif a trouvé le moyen de le brancher et en faire un masque respiratoire pour les gens qui ont le Covid. Et là, tu vois, j'en ai des frissons quand je t'en parle, c'est que là, t'es quand même dans le bord d'une boîte de 100 000 personnes, présentes dans 70 pays, enfin, tu vois, qu'il y a des enjeux, faut faire vivre 100 000 familles, quoi. Et en une minute, t'as le CEO du groupe qui dit ok, mais comment on aide ces gens-là? C'est génial ce qu'ils ont fait là. Comment on les aide? Ben, t'as deux trucs, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui auraient pris cette décision-là. Du jour au lendemain, on décide de faire tomber le brevet sur le EasyBreath pour que n'importe qui puisse en faire. Ce qui fait que maintenant, n'importe qui en fait, d'ailleurs, parce que cet été, j'en ai vu malheureusement partout. Des gens qui en faisaient avant alors qu'il y avait un brevet. Mais... Et donc ça, c'est, en tout cas, c'était l'idée dans le board, et je crois que ça a été passé. Et deuxième point, c'est de dire qu'est-ce qu'on a comme stock sur les EasyBreath, rapatriez-les des magasins et envoyez-les vers les hôpitaux. Okay. On les facture pas, on les donne. Et c'est santé first. Et tu vois, c'est quand même fort quand tu vis ces trucs-là. Et c'est vraiment l'état d'esprit du groupe. Ça, c'est rendre le sport accessible, faire en sorte que les gens soient en bonne santé, etc. Donc moi, c'est un groupe dans lequel je me retrouve énormément en termes de valeur. Et je vais refaire je parle pas de valeur financière. Je parle de... Non, mais ce que tu dis là, c'est super intéressant parce que c'est ce que permet aussi la maîtrise de tes produits, de ces stocks, de tout ça, de dire en fait, je veux mettre ça dans le domaine public parce que ça va, etc. Mais c'est vrai que c'est... en fait, tu peux te dire les valeurs, le vélo, le sport sont les mêmes, mais derrière, en fait, tout votre fonctionnement est pas opposé, mais en fait, c'est finalement très loin, tu vois. Non, mais ça l'est. Et du coup, c'est ce qui nourrit la complémentarité. Bien sûr. Ouais. Et tu vois, notre rapprochement est quand même assez rigolo parce qu'on est... si tu veux, je t'en parle. Oui, bien sûr. Je reviens un peu en arrière. On est début 2019. Nous, on part en ce qu'on appelle un roadshow, donc c'est-à-dire une tournée des fonds d'investissement pour lever sur le marché, pour racheter éventuellement de nos concurrents, avec qui on discute en parallèle pour creuser le dossier, l'auditer. Et on a besoin de... Français ? Pardon ? Français ? Non, pas français. Mais pas très loin de la France. Et je suis encore sous NDA sur le sujet, ça je peux pas te le partager, mais je pourrais te partager d'autres choses aussi. Je suis plus sous NDA, ça, donc je peux te le dire. Un an avant, on discutait avec Intersport. D'accord. Ouais. Ok. T'as d'ailleurs une parenthèse, mais qui était un autre moment de vie assez rock'n'roll, parce que moi j'ai mon troisième fils qui arrive à ce moment-là, avec une malformation incompatible avec la vie au niveau du cœur. Ok. Si on l'opère pas, il reste pas. Ce qu'on nous explique à la deuxième écho. Il a l'aorte et l'artère pulmonaire inversée, ce qu'on appelle une transposition des gros vaisseaux. Son cœur tourne pas.
Et donc je discute et je suis audité avec Intersport l'après-midi, et le matin je suis en réanimation avec mon fils qui passe au bloc, et j'y retourne la nuit. Des moments de la vie entrepreneuriale qui sont assez énergivores. Ouais. Bon bref, et donc ça se fait pas avec Intersport pour différentes raisons, mais une très belle boîte aussi. Je dis pas ça parce que je dis pas ça je dis pas ça pour faire du marketing, c'est vraiment une boîte sympa. Et donc tu vois, je découvre la puissance d'un groupe un peu plus gros que nous qui est sur le marché du sport, et je me dis en fait, alors bon là c'est moins sympa pour Intersport, je me dis s'il y en a 15 c'est Decathlon, mais ça je me l'étais dit depuis longtemps. Bon bref, c'est pas le sujet à date. Je pars en process de levée de fonds avec la team chez nous en début d'année. Et donc, on va lever 40 ou 50 millions sur le marché. On explique que ça fait beaucoup de sens de racheter un de nos concurrents. Il y a les synergies. On vient prendre un marché sur lequel on n'est pas assez fort encore, etc. Et puis, finalement, en cours de process, on se rend compte que la boîte qu'on regarde, ça ne matchera pas. Alors, le fit humain fonctionne pas suffisamment, etc. Donc, on va se mettre dans le mur. Et donc, on dit non. On l'explique au fond avec qui on discute, parce qu'il y en a deux qui sont très animés à l'idée d'investir chez nous. Et puis finalement, ces deux-là vont quand même nous faire une proposition, nous disant, nous on met le cash sur la table, on y va avec vous, même si vous n'avez pas l'acquisition en face, parce qu'on est sûr que vous la trouverez, ou que vous utiliserez le cash comme il faut. On a hyper confiance en vous, on y va. Pas mal. Et ça, on est en mars-avril. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que 3 semaines avant, je rencontre la soirée d'un partenaire de paiement, tu vois, donc le truc assez banal, un décathlonien. Une des organisatrices de la soirée, hyper sympa, vient me voir en fin de soirée en me disant, est-ce que tu rencontres quelqu'un de Decathlon qui voudrait te parler, est-ce que ça te dérange? Je dis, ah non, mais aucun problème, au contraire, c'est vachement sympa, avec plaisir. On refait un peu le monde avec Guillaume dont je parle, que je rencontre à ce soirée, qui me dit, moi j'organise des POC, des tests pour le groupe avec des startups, parce qu'on a sans arrêt besoin de s'énergiser, et on vous avait identifié depuis un petit bout de temps, sur le vélo on pourrait faire un truc vachement sympa, c'est de venir étendre l'offre dans les rayons Decathlon, avec une proposition digitale qui est la vôtre. Il me dit, je te rappelle demain matin. Ensemble, l'a déjà dit 1000 fois. Je me dis, le mec, c'est une chance sur 10 qu'il me rappelle. Il me rappelle le lendemain matin. On pose un peu le truc sur une feuille et on se dit, on y va, on fait le test dans un magasin. En l'occurrence, il avait choisi Bordeaux parce que c'était un magasin qui aimait bien les tests. On monte le truc, mais en mode entrepreneurial. Là, tu vois, on avait un peu plus de moyens que ce qu'on a fait là, mais on va chercher un meuble chez Rétif. Ouais. J'étais venu, moi, avec un PC qu'on pose sur le meuble. On récupère une vitrine de Decathlon qui vendait dans le rayon pêche des moulinets, des hameçons à l'intérieur juste avant, dans lequel on vient plugger des pièces de vélo. Et on dit en bout de rayon, c'est le corner Alltrix, welcome, expérience digitale. Et en plus de ça, vous avez les produits en face de vous, vous pouvez les prendre en main si vous voulez. Très, très basique, mais ça fonctionne. Et en fait, on fait une petite inauguration du sujet 10 jours plus tard. Et 10 jours plus tard, il s'avère qu'un des DG de Decat, quelqu'un de très discret aussi, mais je vais quand même donner son prénom, qui s'appelle Franck, profil extraordinaire aussi, tout comme Michel dont je parlais tout à l'heure, vient pour voir ça. Et donc on me prévient, on me dit, est-ce que tu seras là, est-ce que ça t'intéresse de le rencontrer? Je dis évidemment. Et puis là j'en dis beaucoup, mais donc on passe un super moment, on déjeune ensemble, et Franck me dit, écoute, moi voilà, Franck, voilà ce que j'ai fait dans le groupe, ça fait 25 ans que j'y suis, et puis il y a 10 ans je gérais le M&A, donc les fusions-acquisitions, mais on n'en fait plus. On n'en fait plus. Et alors moi, tu vois, je ponctue un peu le on n'en fait plus parce que ça résonne dans ma tête. Je me dis, je suis en pleine levée de fonds, et Decathlon, c'est quand même le partenaire, à mon sens, idéal pour nous. Et donc, je fais quand même mon job. Je lui dis, écoute, Franck, j'entends tout ce que tu me dis, quel parcours, bravo, tu vois, sincère, admiratif devant ce qu'il a fait. Je dirais, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que tu casses tous mes rêves. C'est que là, on a une trajectoire avec Alltrix qui est dingue. Là, on est en train de lever des fonds. Et en fait, je pense qu'il est venu aussi le moment pour nous d'éventuellement nous adosser à un stratégique. Et s'il y en a un avec qui on a envie de le faire, c'est vous. Et toi, tu me dis que tu fais plus. Ça me dérange. Il dit, ouais, c'est un problème de timing, stratégie. Tu lui as envoyé du love, quoi. J'ai envoyé du love. Mais j'ai bien géré le truc. Parce que 3 semaines plus tard, il me passe un coup de fil et il me dit, Gary, tu m'avais proposé de m'envoyer un teaser quand même pour que je jette un œil. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Et là, je te remets dans le contexte. La veille, j'ai les offres, j'ai les LOI, donc lettres of interest, donc lettres d'intérêt qui sont tombées des fonds d'investissement qui me disent, nous, on met tant sur tel valo. Vous avez 72 heures ou une semaine pour nous dire on deal.